Je m'appelle Cole Keaton et je gagne ma vie en achetant des objets que les gens ne comprennent pas et en les vendant à ceux qui les comprennent. Des antiquités, des objets de famille, des collections oubliées, sorties des caves après le décès de quelqu'un. Je ne les restaure pas et je ne m'y attache pas. J'en détermine la valeur, j'en confirme l'authenticité et je les expédie. Si un objet peut être exposé dans une vitrine ou disparaître dans un entrepôt privé, j'ai probablement déjà eu affaire à quelque chose de similaire. Pour arriver à mes taux fins, j'ai dû enfreindre les règles. Rien de trop dramatique, rien qui fasse la une des journaux. Mais j'ai triché quand je savais que personne ne le remarquerait. J'ai revendu des objets accompagnés de documents sans poser de questions superflues. J'ai souvent laissé le malheur des autres jouer en ma faveur. Si quelqu'un veut qualifier cela d'immoral, je ne le contredirai pas. Je lui dirai simplement que c'est ainsi que fonctionne le commerce. Au fil des ans, j'ai commis suffisamment d'actes douteux pour que mon système d'alerte interne s'émousse. Si une transaction semblait étrange, mais bien rémunérée, j'ai appris à regarder les chiffres plutôt que les circonstances. L'absence de détails ne me dérangeait pas. Le silence ne me gênait pas. Les personnes de qui souhaitaient garder la confidentialité le faisaient généralement dès qu'une offre de travail leur était faite. Délai serré, une seule nuit, accord de confidentialité, vol inclus. Cela ne m'a pas semblé inhabituel. En tout cas, cela ressemblait à un travail qui ne nécessitait pas de traces écrites. La plupart des gens y auraient même vu des signaux d'alarme. J'y ai vu de l'efficacité. L'argent a été transféré avant même que je ne pose la moindre question. Et j'ai accepté. L'avion n'était pas un avion de ligne. C'était un avion cargo, large et vide, avec un revêtement métallique nervuré à l'intérieur et des rails de fixation vissés au sol. Pas de hublot, pour autant que je puisse voir. Pas d'hôtesse de l'air. Seulement un seul siège rabattable, installé plus près du centre. Le reste de l'avion était rempli d'arbres de Noël. C'était la cargaison. Pas de palettes, pas de caisses. Des sapins. Des dizaines d'arbres, emballés si serrés que leurs branches pointées étaient écrasées sous le filet de chargement. Chacun d'entre eux était entièrement décoré. Des jouets, des guirlandes, tout était en place. Et pendant tout ce temps, de la musique de Noël jouait. Fort. Des cuivres puissants, des chœurs, des cloches superposées à d'autres cloches. Les haut-parleurs étaient installés quelque part dans la soute et réglés à un volume tel que le son rebondissait sur les parois. Je détestais ça. Je déteste Noël. Vous savez, les gens entendent ça et pensent que c'est un trait de caractère ou que j'essaie de me donner un air cool. Non, j'ai simplement compris très tôt que Noël n'est pas ce que les gens prétendent. C'est une mise en scène. Et si vous ratez votre entrée, vous le payez cher. Quand j'étais enfant, ma mère était alcoolique. Pas comme on le voit dans les films. Pas de bouteilles cachées dans les murs. Pas d'intervention dramatique. Elle gardait son travail, payait les factures, fonctionnait juste assez pour que personne n'intervienne, ce qui signifiait que nous étions seuls tous les deux. Année après année, chaque mois de décembre, elle me demandait ce que je voulais pour Noël. Vous savez, elle semblait toujours sincère quand elle me posait cette question. Je la croyais. Les premières fois, je demandais quelque chose de petit. Vous savez, un jouet, un jeu, un livre. Quelque chose de simple. Et chaque année, elle oubliait. Pas seulement le cadeau, mais aussi la conversation elle-même. Le matin de Noël arrivait, je me réveillais tôt, m'asseyais près du sapin et attendais. Les heures passaient, midi arrivait et repartait. Au moment où elle rentrait à la maison en trébuchant, il faisait déjà nuit, dehors. Elle faisait semblant d'être surprise que ce soit Noël. Parfois, il n'y avait pas de cadeau du tout. Parfois, c'était quelque chose qu'elle avait pris au hasard en rentrant à la maison. Un pull qui ne lui allait pas, un DVD que j'avais déjà. Une année, elle m'a tendu une barre chocolatée
acheté à la station-service, et m'a dit que nous ferions quelque chose de spécial plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. À l'âge de 8 ans, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit. C'était l'année où elle est rentrée à la maison tellement ivre qu'elle n'a pas pu atteindre sa propre chambre. Elle s'est évanouie sur le canapé devant la télévision qui diffusait encore des chants de Noël. Je l'ai éteinte, je l'ai couverte d'une couverture et j'ai essuyé le vomi sur l'accoudoir avec des serviettes en papier, car il avait déjà commencé à sécher. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant de 8 ans devrait savoir faire. C'est pourquoi, lorsque cette musique retentissait dans tout l'avion cargo, chanson après chanson, insistant sur le fait que tout le monde devait être heureux, je ne ressentais aucune nostalgie. Je me sentais piégé, coincé entre les sapins décorés, gelé, écoutant des voix chanter la joie comme si c'était une obligation. J'ai fixé les jouets à quelques centimètres de mon visage et je me suis rappelé la seule règle qui avait toujours fonctionné. Ne rien attendre. La musique a continué à jouer jusqu'à ce que les roues touchent la glace. L'avion n'a pas atterri. J'ai eu l'impression qu'il s'était écrasé. Il n'y a eu ni avertissement, ni descente progressive. Une seconde auparavant, les moteurs ronronnaient, doucement. La musique de Noël résonnait au-dessus de ma tête. Et la seconde d'après, toute la soute s'est effondrée avec une telle force que j'ai été éjecté de mon siège. Je n'avais pas attaché ma ceinture. Le choc a d'abord touché mon épaule, puis mes côtes. Et j'ai été projeté sur le côté dans les sapins. Les branches se brisaient, les jouets s'entrechoquaient, tandis que je me frayais un chemin à travers eux. Les aiguilles me griffaient le visage. Quelque chose de pointu m'a coupé la joue. J'ai rebondi sur un tronc, puis sur un autre. L'air a été expulsé de mes poumons lorsque j'ai heurté le sol, et cette maudite musique continuait de jouer. J'ai essayé de m'appuyer sur mes mains, et j'ai percuté un autre arbre avec mon épaule. Les vraies branches de pin m'égratignaient le visage. Les aiguilles s'enfonçaient dans ma peau. De la résine s'est étalée sur ma veste, quelque chose de tranchant m'a lacéré la joue, et j'ai senti du sang chaud couler. Les boules de Noël explosaient lorsque je les heurtais. Le verre éclatait et se répandait sur le sol. Les arbres ont ralenti ma chute. C'est la seule raison pour laquelle je ne me suis rien cassé. Les troncs se pliaient, les branches craquaient. Des aiguilles se sont enfoncées dans ma bouche. Quand j'ai heurté à nouveau, la douleur était atroce. Chaque choc me coupait le souffle, faisait claquer mes dents et envoyait des élancements de douleur dans mes côtes et mon dos. Les moteurs hurlaient. La soute s'est renversée sur le côté et j'ai été projeté avec elle, arraché du sol et violemment projeté contre l'autre paroi de sapin. Une branche lourde m'a frappé en pleine poitrine. J'ai crié, mais la musique a complètement couvert mon cri. Puis la musique de Noël s'est arrêtée. Sans atténuation, sans avertissement, elle a simplement disparu. Au même moment, l'avion a de nouveau sursauté. Sans la musique pour masquer les bruits, le grondement était violent et j'ai été projeté une dernière fois contre les arbres. Puis, le silence. Plus de moteur, plus de musique. J'étais allongé, haletant, regardant les branches qui se balançaient au-dessus de ma tête. Des jouets cassés pendaient à des crochets métalliques tordus. Mais là, mes mains tremblaient. Quand je me suis enfin forcé à m'asseoir, tout me faisait mal, mais il semblait que rien n'était cassé. La rampe arrière a gémi et a commencé à s'abaisser. La neige tombait en rafales, poussée horizontalement par le vent, formant un brouillard blanc qui engloutit l'avion presque aussitôt que je posai le pied sur la glace. La visibilité tomba à quelques de mètres, le monde entier se réduisant à une blancheur tourbillonnante et à la silhouette sombre de l'entrepôt devant moi. L'air froid me frappa instantanément. Je me suis dirigé en titubant vers la sortie, enjambant les branches cassées et les morceaux de verre brisés, jusqu'à ce que la rampe touche le sol dur, la glace, plate et terne, s'étendant à perte de vue sous un ciel qui ne ressemblait ni au jour ni à la nuit.
Il n'y avait ni lumière de piste, ni marquage, ni voitures en attente, juste un vide ouvert. L'avion cargo ne m'a pas attendu. La rampe avait déjà commencé à se relever. Je me suis retourné juste à temps pour la voir se refermer hermétiquement, le métal se remettant en place dans un cliquetis. Les moteurs ont rugi à nouveau et, quelques secondes plus tard, l'avion décollait déjà, disparaissant dans les nuages de bas, comme s'il n'avait jamais été là. Le vent s'est immédiatement intensifié, balayant la glace et transperçant ma veste. Je restai longtemps là, la poitrine encore douloureuse après ma chute. Puis, je regardai l'espace vide devant moi, et c'est alors que je fus frappé par la couleur. L'entrepôt n'était pas terne, industriel ou camouflé sous la glace. Il était rouge vif, pas délavé, pas écaillé, pas repeint, sans métal apparent sur les bords. C'était cette couleur rouge qui semble humide, même lorsqu'elle est sèche. Le rouge de Noël, celui que l'on voit sur le papier d'emballage qui n'a pas encore été froissé, sur les nœuds qui ont encore leur forme, sur les vitrines qui doivent être visibles de loin. Cette couleur n'appartenait pas à cet endroit. Entourée de rien d'autre que de la glace et du ciel, elle semblait avoir été déposée là par erreur, sans que personne ne se soit donné la peine de la corriger. Lorsque je me suis approché, il m'a été impossible d'ignorer la forme du bâtiment. Ce n'était pas simplement un entrepôt. Il avait la forme d'un cadeau, parfaitement rectangulaire, haut et large, avec des bords si nets qu'il semblait avoir été taillé à la machine. Un ruban massif était enroulé autour de toute la structure. De larges bandes sombres, verticales et horizontales, étaient également vissées directement dans les murs, comme des piliers porteurs. À l'endroit où aurait dû se trouver le nœud, le toit s'élevait en un nœud torsadé de boucles métalliques, exagérées et ostentatoires, comme si quelqu'un avait essayé de sculpter un nœud dans l'acier. La surface rouge était impeccable, pas de rayures, pas de givre et d'une manière ou d'une autre, pas de neige à la base. La couleur n'avait pas pâli au froid, elle ne s'était pas écaillée et n'était pas craquelée. Elle semblait entretenue, polie. Aucune trace de pneu ne menait à elle, ni route, ni chemin déblayé. Rien qui puisse expliquer comment quelque chose d'aussi grand était arrivé ici ou comment quelqu'un avait pu s'y rendre. Il se tenait simplement sur la glace, comme s'il avait toujours été là. Je me suis approché de la façade, mes chaussures glissant légèrement à chaque pas. La jointure de la porte s'insérait parfaitement dans le motif du ruban. Pas de poignée, pas de clavier, pas de serrure visible. Juste un contour précis, presque invisible si l'on ne s'approchait pas de très près. Je levai la main sans savoir ce que j'allais faire, et avant même que je puisse toucher la surface, un clic mécanique profond retentit de l'intérieur. La porte s'ouvrit. Elle s'écarta juste assez pour que je puisse me faufiler, puis se referma derrière moi dans un bruit sourd et définitif. Le froid me suivit à l'intérieur, l'espace s'ouvrait sur un immense intérieur en béton, le plafond disparaissant dans l'ombre au-dessus. De longues rangées de caisses s'étendaient depuis l'entrée, soigneusement empilées et marquées de numéros au pochoir. Des bougies étaient disposées à intervalles réguliers dans tout l'entrepôt. Leurs flammes étaient régulières. Les murs étaient couverts de papier, des tracts, des avertissements. Ils n'étaient pas tous identiques, ce qui les rendait encore plus inquiétants. Certains étaient plus récents, imprimés sur du papier blanc immaculé à l'encre noire bien nette. D'autres étaient jaunies. Leurs bords étaient gondolés. Elles étaient fixées au mur par des bandes de vieux rubans adhésifs qui avaient perdu son adhérence. Certaines semblaient avoir été photocopiées tant de fois que les lettres commençaient à s'estomper. Je me suis arrêté pour les lire. J'en ai lu 3. La première était accrochée juste au centre, à la hauteur des yeux. Massacre de Ledensov, 1976. Ne pas apporter d'instruments rayés ou de bijoux dans l'atelier B, disait-elle. Krampus est attiré par l'odeur du sucre et des colorants.
8 elfes ont disparu. Les 2 restes n'ont pas été retrouvés. En dessous, quelqu'un avait ajouté à la main au marqueur rouge « Si ça a l'air festif, ça n'en vaut pas la peine ». La 2e affiche était ancienne, imprimée sur du papier épais. La police semblait avoir été tapée à la machine à écrire. Incident de la nuit silencieuse, 1989. La musique après le couvre-feu a conduit à une percée. Krampus a imité les hymnes de Noël pour attirer le personnel hors de sa cachette. 11 elfes ont été perdus avant que la situation ne soit rétablie. Quelqu'un avait souligné 3 fois le mot « imiter ». Le 3e était plus récent que les autres. L'encre n'avait pas encore pâli. Rupture de l'aile nord. 4 jours avant Noël. 9 elfes perdus. Cause. Violation des règles. Krampus les a mangés. J'ai continué à marcher, remarquant de plus en plus de titres au fur et à mesure que je passais. Incendie de Mishura. Défaillance du clocher. Année 2003. Quarantaine des cloches. Date classée confidentielle. Chaque affiche suivait la même structure. Nom de l'événement, année, règles enfreintes, nombre de victimes. Ceux qui travaillaient ici ne respectaient mot pas la mémoire des morts. Ils documentaient là les erreurs. Plus j'avançais, plus je voyais de bougies, chacune placée exactement là où elle devait être, réparties uniformément sur le sol et au coin des caisses. Près de l'entrée, une table pliante avait été installée, comme un point de contrôle, et dessus se trouvait une tablette avec une pince, maintenue par une lourde pierre. Il y avait une feuille de papier, et mon nom était soigneusement imprimé en haut. Bienvenue, Cole Keaton, membre de la liste des désobéissants. Voici les règles à suivre pour survivre au pôle Nord. Avant que j'aie eu le temps de lire un seul mot, quelqu'un m'a parlé dans le dos. Bonjour, je me suis retourné. Elle se tenait à quelques millimètres derrière moi, appuyée contre une caisse, comme si elle avait toujours été là. De taille moyenne, elle avait les cheveux blonds relevés sous l'un de ces bonnets rouges pointus que portent les elfes, longs et souples, tombant sur le côté. J'en avais vu toute ma vie dans les décors. En voyant cela en vrai, mon cerveau s'est figé pendant 1 seconde. Elle fumait une cigarette. Le charbon brillait dans l'air froid. « Tu es des nouveaux, hein ?»« Oui, » répondis-je. Elle hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose. Puis elle me tendit une cigarette. « Tu en veux ?»« Vas-y, » répondis-je. Elle en alluma une autre pour elle, cachant la flamme avec sa main, et nous fumâmes en silence pendant quelques secondes, nous regardant simplement. La cigarette avait un goût de réglisse. « Tu es seule ici ?» demanda-t-elle. « On dirait bien. » Elle rit doucement. « Oui, ils aiment en faire ça. » Je jetai un œil à la page des règles que je tenais dans ma main, puis aux affiches sur le mur. « Alors tu travailles ici ?»« Oh, je travaillais ici avant, en quelque sorte, » répondit-elle. Je pris une autre bouffée. « En quelque sorte ?» Elle haussa les épaules. « On m'a viré. »« Tu t'es fait virer ? D'où ?» Elle sourit sans retirer la cigarette de sa bouche. « De l'atelier, idiot !» J'acquiesçais comme si cela signifiait quelque chose pour moi. Cela ne signifiait rien. Rien de tout cela n'avait de sens. Elle expira lentement la fumée. Fumer, c'est un problème pour eux, tu sais. Risque d'incendie. 400 millions de cadeaux s'enflamment assez facilement, disent-ils. Elle prit une dernière bouffée, puis écrasa sa cigarette sur le béton avec la semelle de sa chaussure. Je fis de même. Elle désigna la page que je tenais dans ma main. « Tu devrais lire ça. »« Ouais, » dis-je. « Tout, » a-t-elle poursuivi. Et cette fois, il n'y avait pas la moindre trace d'humour dans sa voix. J'ai rouvert le journal. Elle s'est penchée juste assez pour le regarder, puis s'est écartée. « Ils le sauront si tu le lis en diagonale. Je n'ai pas demandé qui était « il ». « Comment tu t'appelles » demandai-je à la place. Elle cligna des yeux une fois, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je fasse preuve d'une politesse élémentaire. « Oli. »« Oli »
répétai-je. Oh, ne ris pas, dit-elle. Je n'allais pas le faire. Elle m'a regardé comme si elle ne me croyait pas. Puis elle a ajusté son bonnet, et quand elle l'a fait, le bord s'est déplacé et je l'ai revu. Une oreille, juste une seconde, pointue. Elle a vu que je l'avais remarqué et n'a pas cherché à la cacher. Oui, ça aussi, a-t-elle dit. Je regardai à nouveau les prospectus, puis les bougies, puis les innombrables boîtes. Je ne savais pas quoi faire de tout cela, alors je fis ce que je faisais toujours. Je ne fis rien. Holly passa son pouce derrière son épaule. Bon, je dois aller emballer. Emballer, ai-je répété. Elle a souri. Les cadeaux, c'est tout l'intérêt de cet endroit, tu sais. Essayant de mettre fin à la conversation, elle a fait 2 pas, puis s'est arrêtée et s'est retournée vers moi. « C'est ta soirée, a-t-elle dit. Ne fais pas le malin, ne vagabonde pas, ne prends pas de décision. Tu es une exception. » Je levai la feuille. « Alors je dois simplement suivre ça ?»« Oui, » m'interrompit-elle. « Suis-les à la lettre. » Elle se retourna lentement et s'éloigna entre les caisses, et je la regardai partir. Je me repris. « Ce n'est pas le moment, Cole. Tu as d'autres choses à penser. » Je regardai à nouveau la page. Je lus. Règles des opérations nocturnes au pôle Nord. Cole Keaton, liste des désobéissants. Actif. Lis-les une fois. Lis-les correctement. Ces règles déterminent qui survivra à la nuit. Règle numéro 1. Allume les bougies. Garde le feu. L'obscurité nourrit le mal dans l'ombre. Si la lumière s'éteint soudainement, allume-les vite. Sauve ton âme. Règle numéro 2. Si tu sens soudainement l'odeur d'une bête, reste au centre du cercle. Ne cours pas et ne marche pas. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Règle numéro 3. Quelqu'un pleure derrière le mur, ne le laisse pas entrer. La porte est fermée, la nuit est tombée, la vie à l'extérieur est morte. Règle numéro 4. Krampus porte le visage du Père Noël, le même manteau et le même reflet. L'un donne, l'autre attend. Si tu te trompes, la mort viendra. Règle numéro 5. Les yeux sont bas et brillants. Reste où tu es, disent-ils. Le chat de Yule ne dort pas la nuit, il griffe ceux qui bougent. Règle numéro 6. Ne fais pas de bêtises et ne sois pas grossier. La cupidité te perdra, ne prends rien. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois plus lentement. J'ai soigneusement plié la page et l'ai glissée dans la poche de ma veste. Je me tenais près de la bougie, attendant de savoir quelle règle fonctionnerait en premier. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Toutes les bougies de l'entrepôt se sont éteintes en même temps. La lumière ne s'est pas estompée. Elle s'est effondrée. L'obscurité m'a envahi si rapidement que mes yeux n'ont pas eu le temps de s'y habituer. Je me tenais là, aveuglé, le cœur battant à tout rompre contre ma poitrine, les mains tâtonnant impuissantes dans le noir. Puis quelque chose a frappé par en dessous. Un grondement profond a parcouru le sol, suffisamment fort pour faire claquer mes dents. Le béton semblait s'affaisser sous mes chaussures. Un autre coup, plus près. Mon cerveau s'est bloqué. Comment allumer toutes ces bougies? Avec quoi allumer les bougies? Je ne les vois même pas, ai-je dit à voix haute. Un autre coup sec fit trembler le sol juste sous mes pieds, suffisamment près pour faire voler la poussière. Au-dessus de moi, l'obscurité pesait de tout son poids. Je fis un pas et trébuchai presque. C'est alors que je le vis. Une faible lueur près de la table pliante. Pas vraiment de la lumière, juste un doux éclat métallique, comme si quelque chose captait une lumière qui n'existait pas. Un briquet. Le briquet de Holly. Il brillait. Pas assez pour éclairer la pièce, mais assez pour se montrer, comme s'il voulait être trouvé. Je me précipitai vers elle, mes doigts se refermèrent sur le métal chaud, et au moment où je la soulevai, la lueur devint plus nette, soulignant la molette et le capuchon d'une couleur orange terne. Un autre coup retentit juste en dessous de moi. Quelque chose grattait. Un son grave et monstrueux a résonné à travers le sol, dense et humide.
J'ai soulevé le couvercle et j'ai actionné la molette. Rien. J'ai réessayé. Des étincelles. Une flamme. Je l'ai approchée de la mèche de la bougie la plus proche et elle s'est immédiatement enflammée. Une petite flamme s'est allumée, reprenant vie. La pression s'est relâchée pendant une demi-seconde. Je n'ai pas arrêté. Je me déplaçais rapidement, allumant bougie après bougie, les mains tremblantes, le briquet brûlant entre les doigts. Chaque flamme repoussait un peu plus l'obscurité, comme si elle ne voulait pas partir, mais elle n'avait pas le choix. Les coups venaient marre juste en dessous de moi. Le sol s'est légèrement courbé, gémissant sous le poids de quelque chose de massif qui appuyait par en dessous. Il ne restait plus qu'une bougie. Le bruit monstrueux est devenu si fort que je l'ai ressenti dans mes os. J'ai de nouveau actionné le briquet. La flamme a sifflé. J'ai actionné le briquet une fois de plus et la dernière bougie s'est allumée, ramenant la lumière dans l'entrepôt. Tout à coup, le bruit s'interrompit brusquement. La pression disparut. Je restais immobile, le briquet serré dans ma main, la poitrine haletante. Rien ne bougeait. C'était parti. Je restais ainsi quelques secondes, m'attendant à ce que la lumière me trahisse. Encore une fois, il ne m'a pas trahi. Les bougies brûlaient. L'entrepôt restait immobile. J'ai pris une bougie dans la boîte et je suis parti. Plus j'avançais, moins cet endroit ressemblait à un entrepôt, et plus il ressemblait à une maison dont tout le monde était sorti au milieu d'une conversation. Les portes étaient ouvertes, les couloirs serpentaient, là où il ne devrait pas y avoir de ligne droite. Les caisses avaient cédé la place à des pièces. Une pièce remplie d'étagères avec des cadeaux emballés, chacun signé d'une écriture soignée. Nom, âge, lieu. Une pièce où les jouets flottaient doucement dans les airs, tournoyant comme s'ils étaient examinés par des mains invisibles. Une pièce où les pinceaux se lavaient tout seuls dans des pots, où les couleurs se mélangeaient et se séparaient comme des êtres vivants. De la magie. C'était de la magie, et personne autour. La lumière de la bougie s'étirait et se courbait pendant que je marchais. Les ombres bougeaient sans suivre le rythme de mes pas. Je passais devant le bureau où était assise une poupée inachevée, ses yeux de verre captant la flamme. Je pense qu'elle m'observait. Quelque part au-dessus de moi, quelque chose tinta doucement, et c'est à ce moment-là que je l'entendis. Un léger cliquetis. Je me suis dirigé vers une petite pièce cachée dans un coin qui semblait plus calme que les autres. Un petit garçon était assis par terre, les jambes croisées, faisant rouler une petite voiture devant lui. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Salut », a-t-il dit en me faisant signe de la main. Je me suis arrêté. Il était petit, âgé de 7 ou 8 ans peut-être, pâle mais calme, vêtu d'un sweat à capuche qui cachait complètement ses mains. Il a souri comme souriant les enfants lorsqu'ils ont attendu longtemps et que quelqu'un arrive, enfin. « Bonjour », ai-je dit. « Tu n'es pas mon papa », a-t-il répondu. Il constatait simplement un fait. « Non, ce n'est pas lui », répondis-je. « Il est en retard », dit le garçon en retournant à sa machine. « Mais ce n'est pas grave, il fait des heures supplémentaires. »« Oui, oui, » dis-je. « À Noël, il m'apportera quelque chose de spécial. » Le garçon leva à nouveau les yeux. « Il me l'a promis. » C'est alors que je remarquai le bracelet à son poignet, une étiquette d'hôpital décolorée, mais encore lisible, le plastique usé à force d'avoir été trop souvent touché. Lorsqu'il bougea, je vis une petite marque juste en dessous, une cicatrice laissée par une perfusion. « Je m'appelle Max, » dit-il. « Bonjour Max, » répondis-je. Il hocha la tête et poussa la petite voiture en avant, puis la tira en arrière. Il la tenait à la lumière de la bougie, sans y penser. « Il a dit qu'il reviendrait, » commença Max. « Il revient toujours tard, mais cette année, il a dit que ça en valait la peine. »« Pourquoi ?» demandai-je. Max sourit. « Il va m'apporter un train. Il m'en a déjà tout parlé, » continua Max. « Il est vieux, avec des pièces métalliques.
Il a coûté cher. Mais ce n'est pas grave, a-t-il dit. Je le mérite. Je regardais ses mains pendant qu'il jouait. La petite voiture ne faisait aucun bruit en touchant le sol, ni grincement, ni cliquetis. Je vais attendre ici, dit Max, pour qu'il sache où je suis. D'accord, dis-je. Max me regarda à nouveau. Tu peux partir si tu veux. Je sais, répondis-je. Je fis un pas en arrière. Max ne me suivit pas du regard. Il continua simplement à jouer, patient et concentré, comme si le temps n'avait plus d'importance pour lui. Je sortis de la pièce à reculons et fermai la porte. Je restai un instant, puis je me retournai et continuai mon chemin. Je n'avais pas besoin de réfléchir à qui était Max. J'avais déjà compris que l'enfant était mort. Je ne savais pas où était son père, ni depuis combien de temps il travaillait tard, ni quel travail à l'usine justifiait toute cette attente. Mais une chose était sûre, les fantômes n'ont pas droit à des trains. Bon sang, je n'avais même pas reçu de cadeau quand j'étais un enfant vivant. Et je n'étais pas mort. Écoutez, ce n'est pas de la cruauté, d'accord? C'est mathématique. La vie ne fait pas de cercle et ne rétablit pas la justice simplement parce que quelqu'un a souffert. D'accord? Elle continue d'avancer. Elle oublie. Elle laisse les choses inachevées. C'est la vie. J'ai continué à avancer. Le couloir s'éloignait de la pièce. La flamme de la bougie brûlait régulièrement dans ma main. L'atelier s'étendait plus loin. Les pièces se ramifiaient dans une symétrie silencieuse. Les jouets étaient figés en plein milieu de l'action, comme si l'endroit s'était de mise en pause par politesse. Je ne me suis pas retourné. La pitié ne l'aiderait pas, et elle ne m'aiderait pas non plus. J'avais des règles à suivre, des bougies à entretenir, une nuit à traverser. Et quel que soit cet endroit, il n'avait pas été conçu pour les retrouvailles. Pourtant, en m'enfonçant plus profondément dans l'atelier, je me surprenais à vérifier les étiquettes des cadeaux emballés devant lesquels je passais. Des noms que je ne reconnaissais pas, des adresses dont je n'avais jamais entendu parler. Je me disais que cela ne voulait rien dire. Pendant que je marchais, je me disais beaucoup de choses. La lumière de la bougie restait constante lorsque je passais dans une autre section de l'atelier, plus étroite. Le plafond était plus bas. Des étagères s'alignaient le long des murs, remplies de jouets inachevés et de boîtes contenant des pièces détachées. Roues, engrenages, minuscules vis en laiton, triées par taille. Tout était trop calme. Et puis j'ai senti une odeur, pas celle du pain, pas celle de la cire, celle d'un animal, d'un gros animal, le genre d'odeur que l'on remarque dans les granges et les étables. Règle numéro 2. Si une odeur d'animal se fait sentir, reste au centre du cercle. Ne cours pas et ne t'éloigne pas. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Je me suis arrêté là où j'étais, et l'odeur était devenue plus forte. Cela ne signifiait pas qu'il était plus proche. Je me souvenais de cette partie. La règle ne s'embêtait pas d'expliquer les raisons. J'ai serré la bougie plus fort et je suis resté sur place. Quelque chose a bougé devant moi. Pas rapidement, il ne se faufilait pas, mais lentement et de manière réfléchie. Je ne bougeais pas. Mes instincts me criaient de reculer, de faire demi-tour, d'augmenter la distance entre moi et ce qui approchait. Mais les instincts sont parfaits pour se faire tuer dans des endroits comme celui-ci. J'avais lu suffisamment d'histoires. L'odeur s'intensifia, terreuse, musquée. Elle n'avait pas sa place dans cette pièce. Et puis, j'ai vu les yeux, bas, larges, brillants. Ils s'ouvrirent juste au-delà de la lueur de la bougie, 2 disques pâles flottant dans l'obscurité, sans cligner. Ils restèrent là, à la hauteur de mes genoux, observant. Règle numéro 5. Les yeux sont bas et brillants. Restez immobiles, ne vous battez pas. Le chat de Yoleski attend ceux qui se sont égarés. L'immobilité tient ses griffes à distance. Oh mon Dieu, il était réel. J'avais entendu des histoires à son sujet quand j'étais enfant. Pas celles qu'on lit dans les livres,
ou qu'on voit à la télévision, celles qu'on raconte à voix basse, tard dans la nuit, quand quelqu'un a bu un peu trop et commence à se souvenir de choses qu'il ne devrait pas. Mon grand-père m'en a parlé une fois. Il venait d'un vieux pays. Il avait un accent prononcé et des mains comme des briques. Il ne croyait pas en grand-chose, mais quand il parlait de Noël, il devenait toujours sérieux. Il disait qu'il y avait des choses qui sortaient pendant ces semaines-là, des créatures hivernales, plus anciennes que le Père Noël, plus anciennes que les églises, des créatures qui observaient dans les maisons et attendaient. Il l'appelait le chat de Yule. Il disait qu'il était énorme, plus grand que n'importe quel animal. Il vivait dans l'obscurité et se nourrissait. Des paresseux, des insouciants, ceux qui ne méritaient pas leur place, les travailleurs qui manquaient à leurs devoirs, les gens qui prenaient et prenaient, pensant qu'on ne les remarquerait jamais. Il disait qu'on ne pouvait pas lui échapper. Fuir signifiait que vous aviez déjà perdu. Vous restiez immobile, vous restiez là où la lumière vous touchait, et si vous aviez de la chance, et si vous ne lui donniez pas de raison, il déciderait que vous ne valiez pas la peine. Ses yeux se sont légèrement déplacés, suivant la flamme dans ma main. Quelque chose de massif a bougé derrière eux, ses contours refusant de se transformer en quelque chose de solide. J'ai entendu un bruit semblable à celui d'un tissu se déchirant lentement, suivi d'un grattement de griffes sur le béton. Je ne bougeais pas et ne respirais pas. La bougie clignota une fois. Mon cœur bondit dans ma gorge, mais la flamme tint bon. Les yeux s'attardèrent encore une seconde, puis clignèrent et replongèrent dans l'obscurité. L'odeur disparut avec eux. Je suis resté figé longtemps après que le passage se soit vidé, et lorsque j'ai enfin bougé, c'était seulement pour reculer d'un pas, prudemment, afin qu'aucune partie de mon corps ne sorte de la lumière. Et pour la première fois depuis mon arrivée, je n'ai pas remis en question les règles. Je les ai acceptées sans réserve. Je n'avais pas fait plus de quelques pas que je l'entendis. À l'aide. La voix était fine, désespérée. Une voix d'enfant. Je me figeais. « S'il vous plaît », appela-t-il à nouveau. « Il fait froid ici. » Le son provenait du fond de l'atelier, près du mur extérieur, à côté d'une des portes. La règle numéro 3 m'est venue à l'esprit. Quelqu'un pleure derrière le mur? Ne le laisse pas entrer. La porte était fermée. Je me suis quand même approché. Pas de la porte, juste assez près pour voir. Il y avait une fenêtre dans le mur, à côté, haute et étroite. La vitre était recouverte de givre. La neige tombait à l'intérieur de la tempête. Des traînées blanches effaçaient tout ce qui se trouvait derrière. De l'autre côté se tenait un petit garçon, à peine plus âgé que Max. Ses joues étaient rouges à cause du froid. Ses cheveux étaient emmêlés par la neige. Il se serrait fort dans ses bras, tremblant si fort que je pouvais le voir à travers la vitre. Il frappa à nouveau, faiblement et paniqué. « S'il vous plaît, je ne sens plus mes mains. » Je fis un pas de plus vers lui avant de m'arrêter. « La porte est juste là, » dit le garçon en la désignant du menton. Ses dents claquaient. « Allez, s'il vous plaît, j'ai juste besoin de me mettre à l'abri du froid. » Son souffle formait un nuage irrégulier sur la vitre. La neige collait à ses cils et fondait, coulant sur ses joues comme des larmes. « J'ai très froid. Maman m'a dit de ne pas sortir seule. Je ne l'ai pas écoutée. » Ma main se leva avant que je ne réalise ce mouvement, puis je vis ce qu'il pressait contre la vitre. Ce n'étaient pas des mains. Elles étaient sombres et fourchues, épaisses et arrondies aux extrémités, polies jusqu'à devenir lisses, comme si elles avaient été frottées contre une pierre. Des sabots. Le garçon les regarda aussi, et pendant une seconde, son visage devint vide. Puis il sourit. Il me regarda à nouveau, les yeux brillants dans la lumière réfléchie de la bougie. « Tu vas mourir ici, dans le froid. » Je reculai, les coups cessèrent. J'ai attrapé le lourd rideau près de la fenêtre et l'ai tiré d'un coup sec. Le tissu a heurté le mur.
Je me suis immédiatement tourné vers la porte et j'ai vérifié la serrure. Puis je l'ai vérifiée à nouveau, m'assurant que le verrou était bien enfoncé de l'autre côté du rideau. La voix était toujours là, joyeuse. Je l'entendais rire de l'autre côté. Je suis resté là, à écouter, jusqu'à ce que la voix se taise. Après cela, je n'ai pas cessé de bouger. J'ai augmenté la distance entre moi et la porte et le rideau. La voix à l'extérieur de l'atelier s'est tue. Les couloirs se sont ouverts, ramifiant en courbes silencieuses. La lumière de la bougie s'étirait devant moi. Puis je me suis retrouvé dans une nouvelle pièce et la porte s'est refermée derrière moi. Je me suis retourné lorsque la serrure s'est enclenchée. La pièce était immense, plus grande qu'elle ne semblait de l'extérieur, et elle était remplie de costumes de Père Noël. Des dizaines. Ils étaient alignés, côte à côte, tous tournés dans la direction opposée à moi. Des manteaux de rouge, des bordures blanches, des ceintures noires, des bottes lourdes, fermement plantées sur le sol. Certains étaient plus grands que d'autres, certains plus larges. Plusieurs étaient dos légèrement penchés en avant, comme s'ils avaient perdu l'équilibre. Au-dessus d'eux, suspendue à des chaînes vissées au plafond, se trouvait une enseigne en bois de style ancien. Elle disait « Choisis-en un ». J'ai fait un pas en avant. Une main a bougé, une seule. La main gantée de blanc s'est levée de quelques centimètres, puis s'est abaissée un peu plus loin. Quelque chose a bougé, suffisamment pour qu'une faible lueur apparaisse sous le bord du bonnet du Père Noël. J'ai retenu mon souffle. J'ai scruté les silhouettes aussi vite que possible. Certains Pères Noël avaient les bras pliés de manière incorrecte. L'un d'eux a bougé et j'ai vu des sabots à la place des bottes. Chez un autre, des cornes poussaient de l'intérieur sur le bonnet, étirant le tissu. Ce n'était pas des décors. Je me suis souvenu de la règle numéro 4. Le Krampus porte le visage du Père Noël. Même cape, même reflet. L'un donne, l'autre attend. Si tu te trompes, la mort viendra. C'est alors que je l'ai vu, tout au bout. Plus petit et plus simple. La couleur rouge semblait délavée. La boucle de la ceinture était en métal simple, rayée et terne. La barbe pendait droit, sans boucle. Le visage m'était familier. Mon grand-père en avait un exactement pareil sur l'étagère au-dessus de la cheminée. La même expression, le même sourire en coin. La même ébréchure à la base, là où il était tombé un jour et avait été recollé. Je me suis approché. Des mains se sont tendues vers moi alors que je passais. Les gants ont effleuré ma veste. Les doigts et les griffes se refermaient dans les airs à quelques centimètres de mes manches. Une paire a attrapé le tissu et a tiré assez fort pour me faire pivoter sur le côté. Mais je me suis dégagé et j'ai continué à courir. La température a grimpé instantanément. Une vague de chaleur a envahi la pièce. Le tissu rouge s'est déchiré lorsque je suis passé devant, laissant apparaître les visages cornus qui se cachaient comme au-dessous. Les bouches se sont ouvertes, dévoilant des dents. Quelque chose a fait un pas en avant au fond de la pièce. Il était plus grand que les autres, plus large. Son costume lui allait de mieux, comme s'il avait été taillé sur mesure pour son corps. Krampus. Un long bras s'étira vers moi, les griffes écartées. Je plongeais dessous, lévitant de quelques centimètres, trébuchais et heurtais la statue du Père Noël au fond de la pièce, la saisissant à deux mains. Et tout s'arrêta. La chaleur disparut. La pièce se vida. Toutes les autres silhouettes avaient disparu. Je me tenais là, seul, serrant la statue, la poitrine haletante. La porte derrière moi était ouverte, mais je ne me suis pas retourné. Je suis retourné vers l'avant de l'atelier. Les bougies étaient toujours allumées. Les portes étaient ouvertes. L'endroit semblait plus calme qu'avant, comme s'il avait fini d'avoir besoin de moi. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un rire. Un homme se tenait près de la zone de chargement principale, à moitié caché derrière des piles de cadeaux emballés. Il avait peut-être 35 ans. Il portait une veste bouffante et avait les mains dans les poches.
Il avait un grand sac en toile, déjà bien rempli sur l'épaule. Il y mettait les cadeaux, des boîtes, des paquets emballés, des objets qui ne lui appartenaient manifestement pas. Il a levé les yeux en me voyant et m'a souri. « Je ne sais pas pourquoi ils nous ont invités ici, mec, mais ce sont des pigeons. J'ai fait le jackpot aujourd'hui. » Il plongea la main dans le sac et en sortit quelque chose au hasard. Des appareils électroniques, des bijoux, des montres. Des objets qui ne semblaient peut-être pas avoir jamais été posés sur une étagère. « 1 demi-million, mec, facile. » Je ne répondis pas. Il rit et continua. « L'avion va revenir, je vais mettre ça dedans et je disparais, mec. Demain matin, je serai chez moi. Riche. » Il fouilla plus profondément dans son sac, puis s'arrêta. « Oh, oui, tu veux ça? Prends-le, mec. Je ne peux pas tout emporter, » dit-il en sortant prudemment quelque chose. Il tendit la boîte. Un train miniature, une pièce d'antiquité lourde. Je l'ai reconnue immédiatement. Faite à la main, avec des pièces métalliques et peinte à la main. Le genre de pièce que les collectionneurs s'arrachent. 50 000 facilement, dit-il, probablement plus. Une commande spéciale. Prends-la, mec, j'en ai plein. Tu peux la mettre en gage aux États-Unis et te faire un paquet d'argent. Je l'ai prise. Son poids m'a surpris. Tu sais ce que c'est que cet endroit? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Est-ce que ça a de l'importance? Il n'y a personne ici, mec. Quoi que ce soit, c'est une blague. Ces gens sont des pigeons, mec. On peut prendre ce qu'on veut et partir. Il a ajusté son sac et a fait un signe de tête vers la porte. Dehors, à travers la neige, je voyais un avion en train d'atterrir. « Allons-y », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je regardais la boîte dans mes mains. Le train était plus lourd qu'il n'y paraissait. Du vrai métal, un train qui n'existe plus, à moins que quelqu'un ne se donne la peine de le fabriquer spécialement. Je l'ai légèrement tourné et j'ai vu une étiquette attachée à la poignée par un fil rouge. Le texte manuscrit disait « Max Wilkerson, 7 et 100, de la part du Père Noël ». Plus bas, en lettres plus petites, était écrit « Nous ne t'avons pas oublié ». Quelque chose bougea dans ma poitrine. L'homme suivit mon regard et ricana. Des bêtises d'enfant, n'est-ce pas? Probablement des restes. Tu sais comment sont ces endroits. Je n'ai rien dit. Dehors, les moteurs de l'avion devenaient plus bruyants à mesure qu'ils descendaient à travers la neige, atterrissant brutalement sur la glace derrière la porte. La rampe a commencé à s'abaisser. Il s'est retourné et a couru vers l'avion, le sac rebondissant sur son dos, les paquets bougeant à l'intérieur. Je suis resté où j'étais. Le vent hurlait dans la porte ouverte, soufflant la neige dans l'atelier. Les bougies vacillaient, mais ne s'éteignaient pas. Il s'est retourné vers moi pendant 1 seconde, perplexe, puis agacé. « Comme tu veux. » La rampe se referma. L'avion décolla presque immédiatement, les moteurs vrombissant alors qu'il s'élevait dans la tempête. Je m'approchai de la porte et le regardai s'éloigner. Les lumières clignotaient en rouge sur fond de nuages. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas monté à bord. Le ciel s'assombrit. Ce n'était pas dû à la météo. Quelque chose d'énorme se déplaçait au-dessus de l'atelier. La tempête se repliait autour de lui. Les nuages s'écartèrent juste assez pour que je puisse voir la forme qui se dessinait à l'intérieur. Des cornes. Une tête de la taille d'un immeuble. Il n'y avait pas d'erreur possible. Krampus. Ce n'était pas une ombre, ni un jeu de lumière. Une silhouette imposante découpée dans l'ombre, avec des cornes rouges et nuageuses qui s'enfonçaient dans la tempête, des yeux brûlants comme des charbons ardents, profondément enfoncés dans un crâne qui n'aurait pas dû exister dans le ciel. L'avion montait droit vers lui. Ses lumières clignotaient en rouge sur fond de nuages, ses moteurs vrombissaient, essayant de prendre de l'altitude. Pendant un instant, il sembla assez petit pour être un jouet. Krampus ouvrit la bouche. Elle était plus large que l'envergure des ailes de l'avion.
Des rangées de dents se déployèrent à l'intérieur, couche après couche. Les moteurs se sont tus et l'avion a disparu dans sa gueule. Les nuages se sont refermés et la tempête s'est calmée, comme si elle n'avait jamais existé. Je me tenais dans le compartiment de chargement ouvert, tenant toujours le chemin de fer. Je restais simplement là. La seule chose qui me venait à l'esprit était de rentrer. Je traversais l'atelier, passais devant les bougies, dans les pièces silencieuses, puis remontais le couloir sinueux jusqu'à la pièce attenante. La porte était toujours là. Je l'ouvris. Max dormait. Il était allongé sur le côté, dans un lit étroit, la couverture remontée jusqu'aux épaules, l'étiquette de l'hôpital toujours au poignet. La bougie sur la petite table, à côté de lui, brûlait doucement et régulièrement. Je ne l'ai pas réveillé. J'ai posé délicatement la boîte sur le sol près du lit, assez près pour qu'il la voie quand il ouvrirait les yeux. J'ai pris le mot et l'ai posé sur la boîte. Max Wilkerson, 7 ans, de la part du Père Noël. Nous ne t'avons pas oublié. Le petit garçon fantôme remua légèrement dans son sommeil. Ses doigts serrèrent à la couverture, mais il ne se réveilla pas. Je sortis de la pièce à reculons et refermai doucement la porte. L'atelier semblait différent maintenant, plus calme. Je suis retourné à l'entrée et me suis assis sur une chaise métallique près de la porte. La tempête continuait de balayer la glace à l'extérieur, blanche et infinie, le vent poussant la neige sur le côté, assez fort pour tout effacer à plusieurs mètres à la ronde. Je me suis assis et je l'ai regardé. Je pensais à l'avion, à la pièce avec les Pères Noël, à l'enfant qui dormait dans la pièce du fond, avec son train près du lit. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Et puis, j'ai entendu cela. Le bruit venait de l'extérieur, à travers la neige qui tombait. Des silhouettes descendaient du ciel, sombres au début, puis plus nettes à mesure qu'elles se rapprochaient. Des rennes. De grands rennes, même si je ne savais pas à quel point un renne pouvait être grand. Un attelage fendant la tempête, un traîneau s'enfonçant dans la glace dans un grincement lourd. Le vent s'était calmé juste assez pour que l'on puisse entendre le tintement des clochettes. Un instant plus tard, des bottes crissèrent sur le béton et le Père Noël entra. Manteau rouge, barbe blanche, un biscuit à moitié mangé dans une main. Des miettes tombaient sur son manteau et sur le sol pendant qu'il mâchait. Il n'avait pas l'air impressionné, mais il n'avait pas l'air fâché non plus. Ses yeux me trouvèrent instantanément. « Cole Keaton », dit-il d'un ton sérieux cette fois. Je sentis mon cœur se serrer. « Viens ici, mon garçon. » Je déglutis et m'approchai. Le Père Noël plongea la main dans son manteau et en sortit un gros livre. La couverture était usée jusqu'à briller. Il a feuilleté les pages sans les regarder, puis s'est arrêté. Et il était là. Mon nom sur la liste des désobéissants. Il a froncé les sourcils en le regardant pendant une demi-seconde, puis a pris un stylo et l'a rayé. Il m'a regardé à nouveau, a croqué dans un biscuit et m'a fait un clin d'œil. Après cela, tout s'est passé très vite. J'ai demandé son numéro à Holly avant de partir. Elle s'est moquée de moi, m'a dit qu'elle ne l'avait pas, et a écrit quelque chose au dos de l'étiquette déchirée. Son Elfstagram. Je ne sais toujours pas trop quoi en faire. Je n'ai pas reçu plus d'argent après ce travail, ni prime, ni suite. Cependant, quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la porte de mon appartement, et je me suis figé. Au milieu de mon salon se trouvait un sapin de Noël. Pas un sapin bon marché, ni un sapin acheté à la hâte. Il était grand, touffu et parfait, avec des branches épaisses et authentiques, couvertes de décorations qui semblaient avoir été collectionnées pendant des décennies. En verre, peintes à la main. Des objets qui semblaient personnels, ce à quoi je n'étais pas habitué. Sous le sapin, il y avait des cadeaux, beaucoup. En fait, 10 ans de cadeaux. Tout ce dont je me souvenais avoir demandé quand j'étais enfant. Des objets dont j'avais oublié que je les voulais
jusqu'à ce que je les revoie. Des jouets, des jeux, des livres, des objets que j'avais appris très tôt à ne pas espérer. Je ne les ai pas tous ouverts tout de suite. Je ne me suis pas précipité. Je suis trop vieux pour la plupart d'entre eux maintenant. Mais j'ai quand même joué avec. Ne le dites à personne. Un peu plus tard, j'ai reçu un autre message, une invitation. La même semaine, les mêmes conditions. La semaine de Noël. Ils ont dit que j'avais bien travaillé la dernière fois. Je n'ai pas encore répondu. Parfois, la nuit, quand il neige fort dehors, je m'assois près de la fenêtre et je regarde dehors. Je repense à moi, assis sur cette chaise près de la porte de l'atelier, observant la tempête qui balayait la glace. Je me souviens du Père Noël, retournant à son traîneau, secouant les miettes de son manteau, appelant les rennes par leur nom, comme dans les contes de fées. Au début, ils piétinaient, leurs sabots raclaient là, la glace, l'attelage se tendait, leur souffle s'échappait en épais nuages blancs lorsqu'ils se penchaient en avant, leurs muscles saillants sous leur peau. Puis, ils se mirent en mouvement, d'abord au pas, lentement, régulièrement, les clochettes tintant doucement, tandis que le traîneau roulait derrière eux. Puis plus vite, au galop, les patins grondant, les rênes claquant une fois lorsque le Père Noël les tira. L'avant du traîneau s'est soulevé d'un pouce et toute la structure s'est détachée de la glace. Les sirènes ont tiré plus fort, leurs pattes ont s'étiré grand vers l'avant, leurs sabots ne touchaient plus le sol. La neige a jailli sous eux, puis est retombée, alors que le traîneau s'élevait de plus en plus haut, fonçant droit dans la tempête. Les lumières rouges se sont éteintes, les clochettes du traîneau se turent. Je me souviens avoir levé les yeux avec admiration, regardant le Père Noël et son traîneau voler dans la nuit noire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai aimé Noël.